Mets un casque ou des écouteurs, monte le volume et profite de la vidéo. Une balle logée dans sa poitrine à la suite d'une tentative d'assassinat n'a pas empêché l'ancien président Theodore Roosevelt de tenir un discours de plus d'une heure. Je te raconte ça. La tentative d'assassinat de Theodore Roosevelt est survenue le 14 octobre 1912, lorsque John Schrank a tiré au revolver sur l'ancien président alors que celui-ci faisait campagne pour la présidence. Après avoir estimé que sa blessure à la poitrine était peu dangereuse et s'être assuré que le tireur n'était pas lynché en place publique mais livré à la police, il a fait son discours comme prévu avant de faire soigner sa blessure. Il s'avère que la balle a été déviée et ralentie par un étui à lunettes métallique et les feuilles du discours du président. Il n'y a pas eu d'autres victimes. Par solidarité, les deux autres candidats, le président William Toward Taft et le candidat démocrate Woodrow Wilson, ont suspendu leur propre campagne jusqu'à ce que Roosevelt se rétablisse et reprenne la sienne 2 semaines plus tard. L'effet de cette tentative sur la campagne électorale est inconnu. Ce que l'on sait, c'est que c'est Woodrow Wilson qui l'emporta. À une question, si la fusillade affecterait sa campagne électorale, Roosevelt a répondu « Je suis en forme comme un orignal ». L'orignal est devenu un symbole à la fois de Roosevelt et du Parti progressiste. Après diverses analyses, les médecins estimèrent qu'extraire la balle présentait plus de risques que de la laisser dans le corps, et elle ne fut donc pas extraite. Plus tard, Theodore Roosevelt écrivit à un ami à propos de la balle à l'intérieur de lui. « Elle ne me dérange pas plus que si elle était dans la poche de mon gilet. » Un avion s'est écrasé à New York, 56 ans avant les attentats de 2001. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 Mitchell s'écrase sur l'Empire State Building à New York, alors qu'il vole dans un épais brouillard. L'accident cause la mort de 14 personnes, 3 membres d'équipage, 11 personnes dans le bâtiment et des dommages estimés à 1 million de dollars, bien que l'intégrité structurelle du bâtiment n'ait pas été compromise. L'opératrice d'ascenseur Betty Lou Oliver est éjectée de sa cabine au 80e étage et subit de graves brûlures. Les secouristes la placent dans une autre cabine d'ascenseur pour la transporter au rez-de-chaussée, mais les câbles lâchent, la faisant tomber de 75 étages, se retrouvant au sous-sol. Elle survit à la chute mais a le bassin, le dos et le cou cassés lorsque les sauveteurs la retrouvent parmi les décombres. Cela reste le record du monde de survie à la plus haute chute d'ascenseur. Malgré les pertes humaines considérables et les dégâts causés par l'incident, les bureaux rouvrent le lundi matin, moins de 48 heures plus tard. Le Dole Dinsdag désigne la journée du mardi 5 septembre 1944 aux Pays-Bas. Ce jour-là, la population est informée de l'imminence de la libération du pays sous occupation allemande par les Alliés qui avaient progressé très rapidement les jours précédents. C'est un moment de fête pour la population et de fuite pour les collaborateurs et une partie de l'armée allemande. De nombreux Néerlandais se préparèrent à accueillir les Alliés, se rendant dans les rues et préparant des drapeaux et des banderoles oranges. Ils virent passer des soldats débandés de l'armée allemande ou des collaborateurs fuyant la France et la Belgique vers l'Allemagne, partant avec les fruits du pillage. La panique gagnait les Allemands et les membres du NSB. Les SS évacuèrent à la hâte les 3500 prisonniers du camp de concentration de Bois-le-Duc. Il s'agissait alors de prisonniers non juifs, pour la plupart néerlandais, mais aussi français ou belges. Parmi eux, 2800 hommes sont envoyés à Senchshausen, et 650 femmes sont envoyées à Ravensbrück. Bluebird est un ensemble de programmes de recherche sur la manipulation mentale mis en place par la CIA en 49 et en 50 avant de changer de nom de code pour devenir Artichoke le 20 août 1951. Son existence est révélée au début des années 70 par les enquêtes de plusieurs commissions parlementaires sur les activités clandestines des services secrets américains. Bluebird est donc le premier projet de la CIA en lien avec l'utilisation d'agents chimiques et biologiques. Centré sur les méthodes d'interrogatoire, une grande partie des recherches sont consacrées à l'élaboration de procédures permettant de créer une altération exploitable de la personnalité chez les individus sélectionnés. Le projet avait 4 objectifs principaux, parmi lesquels découvrir des moyens de conditionner le personnel pour empêcher l'extraction non autorisée d'informations par des moyens connus et étudier la possibilité de contrôler un individu par l'application de techniques d'interrogatoire spéciales. Et si nous réussissions à voyager à des vitesses prodigieuses pour atteindre des zones encore inexplorées? Le projet Icar est la suite du projet Daedalus, abandonné en 1978. Mené par la British Interplanetary Society, ce nouveau projet a pour objectif de construire une sonde interstellaire capable d'atteindre un système planétaire situé à moins de 15 années-lumière dans le temps d'une vie humaine. Icar occupe depuis 2009 une vingtaine de physiciens, ingénieurs et spécialistes du vol spatial.
Le projet ICAR envisage d'utiliser la propulsion par fusion nucléaire qui dégage 1 million de fois plus d'énergie que la combustion chimique. Une phase d'accélération de 2 ans amènerait le vaisseau autour de 10% de la vitesse de la lumière. Une difficulté redoutable à résoudre est la décélération visant à ramener le vaisseau à une vitesse raisonnable lors de son arrivée sur la planète. Et si le contrôle de l'esprit était possible ? Depuis longtemps. MK Ultra est un projet de la CIA visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit. Le projet est approuvé le 13 avril 1953 par le directeur de l'agence Allen Dulles et prend fin au début des années 70. Les origines des recherches militaires dans ce domaine sont liées aux expérimentations menées dans certains camps de concentration nazis, en particulier celui de Dachau. Des études sur l'hypothermie pour les pilotes de la Luftwaffe aux essais pharmacologiques, les limites physiques et psychiques de l'humain y sont poussées à des extrêmes aux conséquences jusque-là inconnues. La parution d'une série d'articles du New York Times en décembre 1974 a permis de dévoiler publiquement l'existence de programmes secrets ciblant des citoyens américains au cours des années 50 et 60. Ces révélations ont provoqué un retentissement national qui conduisit à la mise en place de plusieurs commissions d'enquête. Une partie de ces activités clandestines ont été menées dans le but d'exercer un contrôle sur l'esprit humain. Le projet Pegasus est une enquête journalistique collaborative internationale placée sous l'égide d'un consortium de journalistes associés à l'expertise informatique de l'ONG Amnesty International. Le projet révèle le 18 juillet 2021 que 11 États ont espionné des journalistes, opposants politiques, militants des droits de l'homme et chefs d'État au moyen du logiciel espion Pegasus édité par l'entreprise israélienne NSO Group. Pegasus est un logiciel espion pour iOS et Android, s'installant sur les téléphones mobiles qui a pour but de collecter les informations et de permettre un accès total aux fonctions des appareils touchés et à l'ensemble des données présentes en mémoire. L'enquête a entraîné de multiples enquêtes judiciaires et parlementaires et des sanctions internationales ont été appliquées. Pegasus peut être considéré comme une arme de guerre et sa vente nécessite une licence d'exportation du ministère israélien de la Défense. Pour des raisons de sécurité nationale, Israël ne permet donc pas qu'il cible les pays de l'alliance Five Eyes, qui regroupe les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Savais-tu que la ZZ était une radio portative ? Laisse-moi te raconter. Le tahafien est un jargon utilisé par le personnel travaillant dans les terres australes et antarctiques françaises, un territoire d'outre-mer français situé dans le sud de l'océan Indien et en Antarctique. S'il ne comporte pas de spécificité grammaticale, il dispose d'un riche lexique distinct du français standard. C'est donc un langage spécifique, fait entre autres d'abréviations, d'acronymes, de mots créoles et d'expressions grivoises qui est utilisé. Il désigne des réalités souvent spécifiques à ces régions, à leur faune, à leur administration et aux activités professionnelles. Ainsi, la petite Marie est une personne de corvée au réfectoire, le pâteux est le boulanger, le chronibar est le bar principal de Crozet, le bitard est un gros rocher, le doum-doum est un engin de travaux publics et le branloir est un tapis de végétation au-dessus d'une crevasse. Je sors une vidéo tous les jours pour améliorer ta culture générale, alors pense à t'abonner. Aujourd'hui, on parle d'économie, et plus précisément du tournant de Lewis. Le tournant de Lewis est le moment de l'histoire économique d'une région qui voit la main-d'œuvre disponible dans cette région cesser d'être virtuellement illimitée, par exemple dans une ville qui cesse d'être alimentée en travailleurs par la fin de l'exode rural. La notion est nommée d'après Arthur Lewis, économiste lucien, prix Nobel d'économie en 1979. Ce tournant intervient quand la source de main-d'œuvre se tarit, par exemple que les habitants des campagnes ne souhaitent plus venir s'installer en ville. La raréfaction d'une main-d'œuvre jusqu'alors abondante entraîne une augmentation rapide des revenus, une contraction des marges bénéficiaires des entreprises et une chute du niveau d'investissement. La hausse des salaires concomitante à la hausse de la productivité est alors conforme au modèle économique classique. Le tournant de Lewis symbolise pour un pays émergent le passage d'une économie duale à une économie intégrée. Ce passage peut être risqué parce qu'il implique d'augmenter la productivité afin de maintenir la croissance. Il ne s'agit pas d'une problématique purement économique, car elle nécessite qu'une politique d'éducation, d'industrialisation et d'automatisation soit mise en place pour maintenir la croissance. Les pays qui continuent de se reposer sur une main-d'œuvre abondante et peu qualifiée ne parviennent pas à garder leur avantage compétitif avec l'augmentation des salaires subséquente au tournant de Lewis, et risquent de retomber dans le sous-développement. C'est notamment ce qui est arrivé dans plusieurs pays d'Amérique latine, où la hausse des salaires a freiné l'avantage compétitif des pays et les a fait rentrer en récession. Les principales économies européennes ont passé le tournant de Lewis au XIXe siècle lors des principales révolutions industrielles.
Le franchissement ou non du tournant de Lewis par la Chine au début du XXIe siècle fait l'objet de débats, alimentés par la mauvaise qualité des statistiques chinoises sur le marché du travail. Selon un rapport du FMI de juin 2013, la Chine devait atteindre le tournant de Lewis avant 2025. Toutefois, une hausse significative des salaires des travailleurs est identifiée depuis le début du XXIe siècle, ce qui pourrait être une indication du passage du tournant de Lewis. Au cours des années 2010, les autorités chinoises préparent ce passage en priorisant la consommation locale par rapport aux exportations. Laisse-moi te parler du syndrome du sauveur. Les sauveurs ont une mission sur cette planète, aider tout le monde. C'est une forme de dépendance au besoin d'être apprécié et de se sentir utile aux autres. Ils se focalisent sur les désirs, les besoins et les problèmes de leurs proches, quitte à s'oublier eux-mêmes. Les sauveurs veulent aider les autres car ils ne perçoivent pas leur valeur, donc ils ont cette croyance qu'en étant eux-mêmes, ils ne méritent pas l'amour. Ainsi, ils pensent que faire des efforts pour une personne les rendra légitimes pour que cette personne les aime. Ce besoin trouve sa source dans notre passé et nos blessures. Souvent, on va réconforter les autres en utilisant les mots qu'on aurait aimé entendre. Ce système peut vite devenir néfaste pour toi, car le combat que tu mènes pour aider les autres détourne ton attention des combats que tu dois mener pour toi. Et ce n'est pas parce que tu oublies tes problèmes un instant que tu les règles, bien au contraire. De plus, si la personne que tu tentes d'aider n'est pas dans la même démarche que toi, alors ton aide ne sera pas efficace, car on ne pourra jamais changer quelqu'un qui ne veut pas changer. On ne pourra jamais sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Le résultat, tu fais des efforts dans le vide, chose qui renforce ton sentiment d'impuissance et d'inutilité, ce qui dégrade ton estime de toi et renforce ton anxiété. En fait, tu veux sauver tout le monde, mais qui te sauve toi ?